bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler lecture, car je tricote pas assez vite pour avoir suffisamment de contenu à vous présenter. Ceci dit, je peux vous montrer mon pull, qui est un gilet, pardon, qui est un gilet en patchwork réalisé avec plusieurs petites bandes de couleurs en... des bandes de jersey, hein, tout assez simple. Ça a fait l'objet d'un petit travail de design que j'ai beaucoup de plaisir à réaliser. Il n'est pas parfait du tout parce qu'il est extrêmement large, il fait vraiment très oversize et il est très confortable, il est très doudou. Je le mets pas non plus voilà, très facilement avec une veste ou quoi parce que faut pouvoir enfiler la veste avec toute cette épaisseur, c'est pas toujours facile. Par contre à la maison il est très très chouette au début de l'automne, voilà, quand on n'est pas encore complètement sous les gros manteaux. Ouais, j'ai beaucoup aimé le faire, je l'ai fait avec une laine drops, je vous redirai exactement laquelle c'est, il me semble que c'était la Népal. Donc à une 100% laine, mais douce, donc vraiment agréable. Voilà, j'ai quelques pans un peu avec deux coloris. D'ailleurs, je l'ai doublé. Oui, je l'ai doublé, j'ai tricoté en 8 ou 9. Pareil, je repréciserai ça. Donc c'est vraiment un gros, un projet bien chunky, comme on aime. Avec une... Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en faisant différents pans en alternant les couleurs. Donc j'en ai fait 3 de ce côté, j'en ai fait 3 là. En fait, j'ai fait des pans de 3 à chaque fois. Qu'ensuite j'ai cousu ensemble. J'ai ensuite relevé les mailles ici pour pouvoir faire deux pans en rond, puis une petite emmanchure en côte. Pareil de ce côté, pareil par ici où là du coup j'en ai fait 3 dans le dos et 2 au niveau des manches. Et enfin, j'ai tout relevé en bas pour faire les côtes. Et j'ai relevé sur les côtés aussi pour faire les côtes ici qui sont des côtes arrondies. Donc vraiment une forme un petit peu serpillière, mais ça fait le job. Moi, je trouve que... Moi, j'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Le seul vrai problème de ce pull, parlons-en, c'est qu'il n'y a pas de boutonnière. Voilà, j'ai acheté des très jolis boutons en bois qui ne sont là que pour le style parce que je ne le ferme pas. Ou alors, il faudrait que j'écarte un peu mes mailles, ce que j'ai déjà réussi à faire. Mais ouais, j'ai pas du tout géré, j'y ai pas pensé. Puis au moment où j'y ai pensé, c'était trop tard et j'avais la flemme un peu de me dire ok, comment je fais une boutonnière, j'en sais rien, je sais pas. Donc si un jour j'ai la foi, je me ferai une mini, une boutonnière à la machine quoi. Je pense que je me sécuriserais bien le côté en faisant une couture, en faisant comme un stick en fait, donc ouais, je sais pas trop comment faire, mais en cousant tout autour et en coupant après au milieu pour qu'il y ait vraiment le petit trou. On verra, pour l'instant j'avoue que je le ferme jamais, donc je suis contente comme ça. Bon voilà, c'était la seule parenthèse tricot. Amis tricoteuses et tricoteurs, s'il y en a, vous pouvez rester avec moi pour la partie lecture, mais sinon on se dit à une prochaine. Pour la partie lecture, je voulais vous partager mes meilleures lectures de l'année 2024. J'arrive un peu après la gare, mais c'est pas grave, j'y vais tranquille. Moi, je prends mon temps sur YouTube, je ne me mets pas la pression. Donc voilà, je vous ai concocté un petit... Alors, c'est pas un top, mais c'est un espèce de book tag, j'ai envie de dire, que je me suis fait moi-même. Avec en gros mes lectures les plus et vous découvrirez les thématiques. Donc on va commencer tout de suite par, je pense, alors des fois j'ai eu du mal à mettre qu'un livre dans une catégorie, je pense que je vais dire quand même ma lecture qui m'a le plus marqué, la lecture de l'année 2024. Je vous la présente, Betty de Tiffany McDaniels. Clairement, je pense que elle est dans le top, enfin elle est vraiment la numéro 1 de cette année. Ça a vraiment été une lecture qui m'a complètement bouleversée, qui m'a complètement retournée émotionnellement. Donc, si vous connaissez pas encore cette histoire, je vous invite vraiment à la découvrir, qui est donc l'histoire de cette jeune fille qu'on va suivre dès sa plus tendre enfance jusqu'à quelques années après. On suit même la genèse de l'histoire de cette famille. Cette jeune fille est donc la fille d'un papa Cherokee et d'une maman blanche qui ont plusieurs enfants, une famille assez nombreuse. C'est la seule à la peau sombre.
C'est un roman bouleversant, de plein de tonalités, d'un panel de couleurs énorme, à la fois du secret de famille monstrueux, mais aussi à des envolées poétiques magnifiques. Voilà, donc on va suivre Betty, qui est un personnage mais extrêmement, extrêmement attachant. Une petite fille qui va grandir, qui va découvrir un monde assez cruel, à la fois en termes de racisme, à la fois en termes de violence au sein de sa famille. Il y a des grands, grands secrets qu'elle va découvrir, qu'elle va vivre, des gros secrets de famille. Elle va s'en sortir notamment grâce à l'écriture, grâce à la poésie et notamment aussi grâce à sa relation avec son papa, qui est absolument, absolument attachante. La relation entre le père et la fille est d'une beauté, d'une douceur et d'une pureté. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc son papa lui enseigne les savoirs Cherokee, à la fois le rapport avec la nature, le contact aussi avec l'humain. Donc c'est un roman, je trouve, qui m'a retournée, comme je l'ai dit, qui m'a complètement embarquée. C'est quand même pas une petite lecture, mais je l'ai lu tellement vite. Vraiment, en fait, c'est une lecture qui nous marque à vie. Je trouve j'oublierai jamais Betty. Je pense qu'elle restera toujours quelque part en moi. Son histoire, son témoignage restera toujours là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tiffany McDaniels est la fille de Betty. Donc, il y a quand même quelque chose de très puissant, en fait, dans ce témoignage de cette histoire, de son histoire, voilà, devenue publique. Plein de trigger warnings. Cette lecture n'est pas facile. Clairement, on va y parler de racisme, de violence sexuelle, d'inceste, et j'en passe. Mais elle vous fait autant perdre confiance en l'humanité qu'elle vous le redonne espoir. Je trouve que le regard que Betty a sur le monde, sur les gens, son innocence est tellement belle, tellement touchante, qu'elle permet d'accepter, non, je sais pas si on l'accepte vraiment, mais permet d'appréhender ce discours, ce témoignage en quelque chose voilà, en une histoire qu'on intègre et voilà, que je trouve qu'on arrive à digérer, même si c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est cette beauté qui fait que c'est un roman qui m'a énormément plu. Voilà, je vous le conseille vraiment. Ne serait-ce que pour tellement de choses qui sont dénoncées dedans aussi. Voilà, il y a une vraie réalité qui me touche personnellement. Lisez Betty. Non, le livre qui m'a le plus réconfortée, qui a été vraiment comme un câlin, un doudou. Je vous parlerai pas d'Harry Potter, parce que oui, je suis en train de relire tout l'Harry Potter, donc j'ai lu le tome 3 et 4, il me semble, oui, ça. Et j'adore. C'est vraiment un bonbon. Non, je vais pas vous parler de cela, parce que ça, tout le monde les connaît, mais je vais vous parler des Mémoires de la forêt. Ce livre de roman jeunesse, donc c'est aussi une série, il y en a 4, un tome dédié à une saison. Donc l'auteur est Michael Brun-Arnaud, qui est une pépite aussi. Alors là, on va suivre des histoires d'animaux. Donc on va suivre en fait un libraire renard. Donc après c'est le tome 2, donc je peux vous pitcher rapidement le tome 1. Part en aventure avec son ami qui souffre de la maladie de l'oubli-tout, donc qui est une métaphore pour la maladie d'Alzheimer. Et c'est tellement beau, tellement doux, tellement, il y a beaucoup de tellement dans ce livre, tellement... il y a énormément de douceur. Ce sont des sujets qui sont abordés donc pour la jeunesse, à la fois avec énormément de bienveillance, de douceur, de justesse. On n'est pas dans du pathos, on est dans quelque chose d'extrêmement bienveillant et en même temps pas édulcoré non plus. Il y a aussi quelque chose d'assez juste dans la description des symptômes. Donc dans ce deuxième tome, ce ne sera pas la maladie d'oubli-tout, mais l'orage de cerveau qui, je pense, pourrait se rapprocher de ce qu'on connaît d'une rupture d'anévrisme. C'est encore une fois d'une très grande justesse. La quête que vont faire les personnages est hyper captivante. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très enfantin, mais en même temps, voilà, de pas prendre les enfants pour des idiots, et ça, je trouve ça aussi très chouette, ce genre de lecture. En plus,
ce livre va être, enfin tous les tomes, enfin, en tout cas les 2 que j'ai découverts, sont empreints d'énormément de douceur, de cosy, on y fait la part belle au goûter, tout a l'air de se sentir très bon chez eux, ça a l'air de sentir la cannelle. Là en plus ça se passe en automne, donc moi je l'ai lu en automne, ça sent la cannelle, il y a des cookies qui sont au four, des chocolats chauds qui sont bu toute la journée, enfin c'est vraiment... hyper cosy, moi j'adore, je suis très sensible à ce genre de choses. Et les illustrations aussi sont vraiment de toute beauté. Je vous ferai d'autres incrustations. Voilà, vraiment je vous invite à découvrir cette petite saga d'une très grande finesse. Les 4 tomes sont sortis, c'est un roman jeunesse, mais pas que. Moi je pense que vraiment c'est important aussi que de découvrir les ouvrages qu'on propose aux plus jeunes. Voilà, découvrez-le. Maintenant, le livre le plus beau que j'ai lu, parce que moi je suis très sensible aux couvertures, j'adore les beaux livres. Évidemment, je trouve que mon exemplaire de Anne de Green Gables, de Anne et la maison au pignon vert, tome... attendez, 1, 2, 3, 4, tome 4, vraiment, c'est le plus beau quand même, on va pas se cacher. Il est vraiment d'une beauté. Oui, la collection des Anne est vraiment pour moi, ça fait partie de mes livres coup de cœur. Vraiment, je les aime tous énormément. Ils sont tous tellement beaux. Mon préféré est quand même le premier parce que c'est Anne et son caractère, sa joie de vie, son innocence. Il y a quelque chose de vraiment tendre et tellement attachant dans ce personnage. Donc oui, je vous fais pas l'affront de vous raconter l'histoire de Anne, vous connaissez probablement, ou par la série télé, ou par les livres qui sont quand même, voilà, qui ont un certain nombre d'années, mais si vous connaissez pas, voilà, je vous invite vraiment à découvrir. Je vous montre le premier tome, pour moi c'est vraiment une série de livres, et surtout le premier, mais une série de livres qui est un vrai bonbon, un vrai réconfort. C'est cette petite fille orpheline qui est adoptée par un frère et une sœur, voilà, qui tiennent une ferme sur l'île du Prince-Édouard au Canada. Et ils vont peu à peu découvrir cette personnalité, cette jeune fille qui a... je crois qu'il doit avoir une dizaine d'années à l'époque où ils se rencontrent. Ils souhaitaient un garçon, finalement ils ont eu une fille pour les aider à la ferme. Et cette jeune fille est une vraie petite perle. C'est une jeune fille qui a une imagination débordante, qui a une envie de vivre énorme, qui a envie de découvrir le monde, qui a cette poésie, cette beauté inhérente, et qui arrive à nous émerveiller, à nous faire voir des choses... qui arrive en fait à nous rappeler ce que c'est que l'enfance, en fait, la beauté de l'enfance. En tout cas, moi, je me retrouve énormément dans ce personnage, et j'ai l'impression d'avoir été un peu Anne, qu'on est toutes un petit peu des Anne à l'intérieur de nous, et moi, je trouve qu'elle me redonne beaucoup de confiance, elle me redonne beaucoup d'espoir et de courage. Je trouve que c'est une petite fille qui a énormément de beauté en elle. Anne, elle est grande, elle fait des études, voilà, en fait, on continue à suivre sa vie, et à la limite, peut-être que ce tome-là, il était un petit peu plus dur à lire, dans le sens où il y avait un peu moins d'histoire. En fait, c'est plusieurs... chaque chapitre, c'est une petite histoire, à chaque fois avec des personnages. Voilà, chaque chapitre, c'est voilà, un petit épisode de quelque chose où Anne a apporté une contribution quelque part. Moi, ce que j'aime trop, c'est sa vie. Je veux savoir ses histoires d'amour, je veux savoir ce qui va se passer. Donc, je crois que le tome d'après, il se passe beaucoup de choses. Et j'ai vraiment très, 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 très hâte de le découvrir. Donc, je me réjouis. Et rien que pour la beauté d'écriture de Lucy Maud Montgomery, oui, parce que je veux dire, c'est Lucy Maud Montgomery, l'autrice de cette magnifique saga. Je vais quand même vous faire... je vais quand même faire l'honneur de vous montrer les autres magnifiques couvertures de ces livres. Maintenant, je voudrais parler de la lecture qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus émue. Bon, évidemment, Betty, en fait, rentre dans toutes les catégories, on est d'accord. Donc là, je vais vous parler autre chose que Betty, maintenant que c'est fait. La lecture qui m'a le plus touchée cette année, c'était Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma maman. Donc, je vous le montre quelque part. J'espère réussir à vous le montrer quelque part sur l'écran. Qui est une pépite. Alors, c'est pas son histoire. La limite doit être assez floue entre le personnel et la fiction, mais on imagine sans difficulté
que son récit s'inscrit et s'ancre dans le réel. Donc c'est l'histoire de ce médecin de famille, ce médecin traitant, enfin généraliste, qui voilà, raconte son quotidien, qui raconte notamment les rencontres qu'il fait, les rencontres bouleversantes, la dualité aussi de la médecine aujourd'hui, notamment généraliste, par rapport au manque de moyens, par rapport au manque de temps, par rapport aux relations aussi avec les patients. Le point de départ à cette histoire, c'est la difficulté qu'éprouve ce médecin à pleurer. Où vont les larmes quand elles sèchent? Où vont les larmes quand on a perdu la capacité à pleurer, quand on ne peut plus, quand son corps est tellement dans un état de traumatisme qu'il n'arrive plus à s'émouvoir? Ça peut être une réelle souffrance, et Baptiste Beaulieu nous parle de cette souffrance, nous parle de l'impuissance qu'on peut ressentir quand on est face à, la difficulté humaine, et notamment la pire qui soit, donc notamment la mort. Donc là, il va se passer un drame à ce moment-là qui sera raconté dans le livre, et le souvenir le hante encore, le souvenir de son impuissance à ce moment-là le hante. Et c'est profondément intime, c'est profondément touchant, c'est drôle et à la fois percutant, mordant. Je trouve que la plume de Baptiste Beaulieu dans ce genre d'ouvrage est délicieuse. Je sais pas comment dire, elle est drôle, elle est fine, elle est ciselée, elle est parfaite, elle a le dosage suffisant pour à la fois nous percuter, nous picoter, et en même temps nous enrober. C'est ce talent d'être à la fois dans l'âpreté des mots, mais aussi dans sa poésie, et ça, moi, ça me touche énormément. Voilà, j'ai vraiment aimé ce récit. Je l'ai trouvé, voilà, très personnel, je l'ai trouvé très intéressant et émouvant. Il m'a vraiment beaucoup touchée. Maintenant, j'aimerais vous parler du livre qui m'a le plus surprise. C'est nul autre que De délicieux enfants de Flore Vesco. Donc ce roman est absolument un ovni littéraire. Enfin, je trouve qu'il m'a complètement, retourné le cerveau. L'histoire se base sur la réécriture du conte du Petit Poucet. Et je ne peux pas trop en dire, parce qu'il faut le découvrir. Il y a des subtilités, il y a des retournements de situation, il y a des crossovers. C'est écrit avec beaucoup de virtuosité, je trouve, à la fois dans la simplicité du discours qui est le conte. On est très vite pris par la main, voilà, il n'y a aucune difficulté stylistique, mais il y a je trouve une intelligence dans l'écriture qui m'a vraiment fait passer un super moment. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette. Donc, pour vous rappeler, l'histoire du Petit Poucet nous raconte donc l'histoire d'une famille. Il y a 7 bouches à nourrir, 7 enfants, plus les parents évidemment, qui sont dans une situation de famine et de pauvreté extrême. Le papa décide d'emmener ses enfants à la chasse, finalement. En voulant les perdre, finalement, décide de les garder. Mais il se passe, voilà, il y a des petits twists par rapport, quand on connaît le conte initial, il y a des petits twists, il y a une vraie fantaisie. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent et féministe. Vous allez voir. Découvrez ce texte. Alors, juste pour être bien clair aussi sur ce texte, c'est aussi une lecture qui a été assez sombre pour moi, assez un peu glauque, mais moi j'adore, ça ne me dérange pas du tout, mais un peu glauque. Il y a une ambiance un peu sombre, un peu poisseuse, il y a quelque chose, on sent qu'il y a un danger qui pèse quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui va pas. Et cette, voilà, la manière de décrire de Flore Vesco, elle enrobe, voilà, d'un tissu un peu visqueux. Je trouve que c'est très malin, c'est très réjouissant. J'ai vraiment trouvé ça super. Mais c'est un peu sombre. Voilà, il faut s'y attendre.
c'est pas à lire aux enfants. C'est vraiment pour les adultes. Les adultes ou les jeunes adultes d'ailleurs, il me semble que c'est plutôt jeune adulte. Maintenant, le livre qui m'a fait le plus pleurer. Alors, évidemment, j'ai dit qu'on enlevait Betty, parce que Betty, j'ai ruisselé des torrents de larmes. Mais alors, le deuxième livre qui m'a beaucoup émue et m'a émue aux larmes, je dirais que c'est quand même La Maison Poussière de Valérie Perronnet, qui m'a juste... voilà, voilà, ça m'a vraiment émue, j'ai trouvé ça tellement beau cette histoire. On est à Montréal. Il fait froid, c'est l'hiver, il y a une tempête de neige, la personnage principale, on n'en connaît pas grand chose, d'ailleurs on ne connaît pas son nom, et d'ailleurs je ne me rappelle plus, mais on n'en connaît pas son nom avant un moment, on ne sait rien d'elle, on sait juste qu'elle arrive dans cette maison, cette nouvelle maison, une vieille demeure, qu'elle retape, voilà, elle fait des travaux, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'elle n'est pas forcément très heureuse, mais elle se perd dans ses travaux. À côté de ça, deuxième personnage important, c'est la maison. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement bien. J'ai trouvé ça tellement réjouissant. La maison nous raconte en fait l'histoire de cette dame qui vient la rénover. Elle nous raconte son histoire à elle, son passé. Donc on a des flashbacks par rapport à l'histoire de cette maison, aux personnages qui ont vécu, les personnes qui ont vécu, les histoires de famille, voilà, un petit peu... un peu oppressante, un petit peu difficile. Voilà, on a une grande variété d'histoires à l'intérieur de cette histoire. Et on va peu à peu déceler, on va peu à peu comprendre qui est cette personne et ce qu'elle vient faire ici. Et voilà. Voilà, j'en dis pas plus. C'est très beau, c'est très triste et c'est très beau. Voilà, je dirais que ça. Maintenant, venons au livre qui m'a le plus amusé, qui m'a fait rire. Et je vais parler d'Âge tendre de Clémentine Beauvais. C'est un livre qui m'a fait m'a bidonné. Je l'ai trouvé tellement rigolo. Enfin voilà, je trouve que Clémentine Beauvais a une plume ironique, mordante, drôle, mais en même temps douce. Il y a quelque chose de bienveillant dans son humour qui fait rire et fait fondre le cœur en même temps. Voilà, je sais pas comment elle arrive à faire ça, mais elle arrive à faire ça. Donc c'est l'histoire de Valentin Lemonnier, qui est un jeune stagiaire qui va faire ses premiers pas professionnels dans un EHPAD un peu spécial, un EHPAD qui tâche de recréer en fait les conditions culturelles, oui, notamment culturelles ou même en termes d'infos, d'actu, des années principales de leurs habitants. Donc ils ont plusieurs, enfin d'habitants de leurs personnes hospitalisées. Donc il y a plusieurs sections, les années 80, les années 60, etc. Et donc là, notamment, Valentin va être dirigé vers la section des années 60. Il va donc découvrir, alors qu'il ne la connaît mais pas du tout, la chanteuse Françoise Hardy. Il fait mine de la connaître et en fait pas du tout. Et en fait il va développer une passion, mais une passion pour cette chanteuse, cette artiste. Il a pour mission de l'emmener faire un concert auprès des habitants de cet EHPAD. Sauf que, elle est... à l'époque, elle est un peu âgée et c'est un peu difficile de faire ramener une vraie star. Donc il est un peu dans un pétrin et il va falloir qu'il se débrouille pour trouver une solution pour pas décevoir les personnes âgées à l'EHPAD qui comptent sur Françoise Hardy, sur le concert de Françoise Hardy qu'il leur a promis. Donc non, ce livre vraiment est drôle, il est attachant. Parce qu'en fait, Valentin aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est... il écrit en fait son rapport de stage en fait. Ce livre est son rapport de stage. Donc il commence en mettant donc toutes les consignes, voilà, il fait des retranscriptions de ses entretiens. Il note beaucoup de ses sentiments, ses remarques, ses commentaires sur ce qui se passe. On sent qu'il a beaucoup de zèle, qu'il fait beaucoup de zèle. Voilà, il est il a envie de bien faire. On lui sent un petit côté un petit peu décalé. Il y a peut-être pas forcément, encore un peu une immaturité qui
qui se ressent en fait dans son discours. Voilà, on sent qu'il a vraiment envie de bien faire, donc il va utiliser des mots un peu savants, alors qu'on sent qu'il a pas trop, qu'il maîtrise pas du tout, quoi. Et donc c'est assez rigolo. En fait, cette écriture-là de Clémentine Beauvais qui se met à la place d'un jeune garçon, voilà, pas complètement mature et peut-être même un peu en décalage socialement. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu étonnant à lire dans ce roman qui, moi, m'a fait rire, m'a beaucoup plu. Et comme je disais, c'est à la fois un peu piquant et un peu ironique, un petit peu... Voilà, on se moque, mais en même temps, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. En fait, je sais pas comment elle arrive à faire ça. On rit, mais, mais c'est tendre. Voilà, c'est attachant. Moi, j'ai passé un super moment à lire ce rapport de stage. Non, j'ai vraiment passé un super moment. Et en plus, on sent qu'il grandit, qu'il évolue, même dans son langage. Sa langue devient plus fluide, plus naturelle. On sent que ses réflexions vont plus loin, qu'il aboutit à plus de conclusions plus matures. C'est très intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette et ça m'a fait vraiment rire. Je vous le conseille. Et enfin, pour conclure ce petit classement de mes meilleures lectures 2024, je voudrais vous parler d'un livre, un essai qui n'est pas un roman, qui est Être mère. Et je le range dans la catégorie du livre qui m'a le plus aidée sur une thématique spéciale, donc notamment moi sur la maternité. 2024, c'est l'année où je suis... pas où je suis devenue maman, parce que je suis devenue maman le 18 décembre 2023, mais c'est vraiment l'année où j'ai découvert la maternité, où j'ai suivi la première année de ma fille. Ça a été une année incroyable, très riche en émotions, en moments de joie, moments de détresse, moments voilà, de tout. En fait, la maternité, il y a à la fois des moments incroyables, des moments difficiles. Ce livre m'a fait l'effet d'un câlin. J'ai trouvé incroyable. Donc, il a été orchestré par Julia Carnino et il est coécrit avec plusieurs autrices de renom. Il y a Claire Berest, Adeline Dieudonné, Clémentine Beauvais, dont on a parlé tout à l'heure, Victoire de Changuy, désolée si je prononce pas bien, Camille Ensaume et Louise Broways, voilà, qui sont, alors je les connais pas toutes, mais j'en connais certaines et j'adore leur plume, leur écriture, et je me dis, ben, ça peut que être génial. Alors, l'idée de ce regroupement d'autrices et ce choix, je pense, assez spécifique d'autrices, était, donc Julia Carninon l'explique en introduction, était de donner une espèce de panel d'expériences, de témoignages sur la maternité, mais de témoignages avec une belle écriture, une belle langue, quelque chose qui fasse du bien aux yeux, aux oreilles et en même temps au cœur, voilà, qui nous réconforte, qui nous fasse nous sentir moins seuls, que certaines réflexions nous parlent, mais voilà, dans un phrasé rythmé, poétique. Il y a quelque chose de vraiment ouais, de chanter même parfois. Enfin, bon, on n'est pas non plus dans de la poésie pure, hein, on est vraiment dans de l'essai. Mais c'est beau, voilà, moi ça m'a fait du bien, j'ai souligné tellement de passages. On va parler d'allaitement, on va parler de l'accouchement lui-même, on va parler des réflexions sur le fait de faire un enfant dans un monde un peu qui part à volo. Ces réflexions-là, voilà, je pense qu'on a tous, ou se dire, bah maintenant c'est que je suis devenue maman, enfin, c'est vertigineux ce sentiment de dire que s'il lui arrive quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'il advient de moi? Enfin, ça fait peur. Voilà, on est plus tout seul maintenant. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé ça tellement juste, tellement beau. Voilà, l'idée de ce projet, d'une tentative d'arracher notre maternité au silence. Donc l'idée voilà, de continuer dans cette dynamique, de pouvoir ouvrir la parole, libérer certains tabous, voilà, de plus rester dans une espèce de secret de la maternité qui serait merveilleuse. Et elle est, la maternité, c'est merveilleux, mais ce n'est pas que merveilleux, ça peut être aussi extrêmement douloureux, ça peut être extrêmement difficile, ça peut être le mélange de tout. Voilà, il peut ne pas avoir de merveilleux du tout aussi. Enfin, en fait, accepter que la maternité c'est tout à la fois et que c'est tellement... C'est l'expérience la plus universelle qui soit, voilà, c'est l'origine de tout, et en même temps la plus individuelle et personnelle et intime. Il y a aucune maternité qui se ressemble. Donc d'avoir des témoignages sur des choses, si parfois je me dis, ah oui, tiens, cette phrase elle me parle, je la prends avec moi, ça me fait l'effet d'un câlin, quoi. Ça me fait vraiment l'effet d'un
de quelqu'un qui me dit je te comprends, je le ressens aussi. Ou même s'il y a des choses que je ressens pas, bah ça m'ouvre sur ce qui existe et je me rends compte que voilà, on est toutes maman ou non maman à avoir des expériences très différentes. Voilà, je vais arrêter donc ici ma vidéo. J'espère que ces lectures vous ont intéressé, qu'elles vous donneront envie de découvrir. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à vous les partager, à les concocter, à me dire bah tiens quel livre irait dans cette catégorie. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices parce qu'il y avait plein d'autres lectures que j'ai adorées dont j'aimerais vous parler. Mais peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos thématiques. Voilà, et ben en tout cas sur ce, je vous souhaite de belles lectures, de beaux tricots et je vous dis à tout bientôt. Au revoir!